Parce que pour moi, tout homme a de la valeur. C'est bien beau, mais est-ce que tu penses que sans argent, on peut aider les personnes en état de handicap? On a tous besoin de personnes différentes dans notre société. Est-ce que les aider, ce n'est pas quelque part les enfermer dans le cycle de la dépendance? Mais c'est quoi le plus difficile pour une maman? Est-ce que tu as l'impression que les personnes en état de handicap sont beaucoup plus discriminées en Afrique qu'en Europe? Participez à la 4e édition du Week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io. Docteur Neloum, si vous étiez un homme, qu'est-ce que vous auriez souhaité faire en premier lieu? Waouh, quelle belle question. Franchement, j'ai jamais pensé à ça. Tu sais? Mais bon, si j'étais un homme, je crois que vraiment, j'allais déplacer le monde. Donc, parce que tu penses qu'en tant que femme, tu ne peux pas déplacer les montagnes? Oui, en tant que femme, j'ai quand même des limites. Je me dis, bon, il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Mais si j'étais un homme, mais malgré cela, j'ai fait quand même des choses. Mais si j'étais un homme, je crois que j'allais faire plus que cela. Comme quoi, par exemple? Qu'est-ce qui te limite en tant que femme? En tant que femme, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Qu'est-ce qui me limite en tant que femme? Déjà, ce qui me limite, c'est l'éducation qu'on m'a donnée. Oui. En tant qu'Africaine, les filles, il y a certaines choses qu'on dit aux filles de ne pas faire. Voilà. Il y a beaucoup d'interdits. Donc, du coup, on grandit avec cela. Donc, ça fait que même si, en grandissant, on essaie de sortir de cette interdiction, il y a quand même quelque chose qui est ancré en nous. Donc, même si on veut faire certaines choses, parfois on se dit, mais est-ce que, en tant que femme, j'ai le droit de faire ou pas? Et puis après, quand on est aussi en couple plus tard, et il faut aussi prendre en compte la vie de son conjoint. Donc, il y a des choses que si tu veux aller faire et que tu le fais de toi-même, bon, ton homme, il considérera peut-être que c'est comme si c'est le manque de respect. Et pour un homme vis-à-vis de sa femme, c'est pas pareil, selon toi? Non. Les hommes, ils sont plus libres. En fait, oui. Et les hommes, je peux dire, ils sont un peu égoïstes aussi. Parce que, oui. Dans quel sens? Si ils veulent faire quelque chose, ils ne vont pas tout de suite réfléchir, est-ce que cela va heurter ma femme ou pas? Ils vont le faire et puis après, peut-être si on leur fait des reproches, ils vont dire, mais oui, mais je ne savais pas, ils vont demander pardon. Mais du coup, tout de suite, ils ne vont pas penser à demander d'abord la permission à la femme avant d'aller. Ils vont dire, moi c'est l'homme, je suis le chef, quoi, du coup. Ok. Si tu le dis. Et je sais qu'aujourd'hui, tu es auteur d'un livre. Oui. Le courage d'être différent. Est-ce que tu te sens différente? Oui. Tu te sens différente? En quoi est-ce que tu te sens différente des autres? Aujourd'hui, ce qui me fait dire que je me sens différente, c'est parce que j'ai quand même eu une situation à vivre, à être confrontée à une situation de handicap dans ma famille. Mon petit frère qui est en situation de handicap. Et cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Du coup, je peux dire que je suis différente. Pourquoi? Pour la simple raison que moi, en tant que personne, aujourd'hui, j'accepte plus facilement d'autres personnes qui sont différentes. Et en même temps aussi, dans la plupart des temps, quand je suis en face d'une personne différente, j'essaie de me mettre dans la peau de cette personne pour pouvoir savoir, et si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Ok. Mais quand tu dis ça, oui, que je te sens différente,
et tu as essayé de te mettre à la place enfin, tu parles de ton petit frère qui est en état de handicap. Moi, c'est que moi, j'aimerais savoir, du coup, au travers de ton livre, c'est quoi l'objectif? Tu veux montrer quoi? Au travers de mon livre, l'objectif principal, vraiment, c'est sensibiliser les gens. Sur quoi? Toutes les couches sociales sur le sujet du handicap. Parce que du coup, les handicaps, c'est encore un tabou dans notre société africaine. Oui. Est-ce que ce n'est pas mieux que ça reste tabou? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous besoin de personnes différentes dans notre société. Parce que du coup, on a besoin de tout le monde. Que ce soit des personnes qui sont en bonne santé, que ce soit celles-là qui sont malades. On a besoin de... Parce que chacun a ses compétences, chacun a aussi sa force et ses rêves. Donc, on a besoin de la participation de tout et chacun d'entre nous pour pouvoir faire évoluer ce monde. Et en Afrique, quand on est né différent, on est confronté à plusieurs situations de mépris, de rejet et aussi de discrimination. On en parle. Il y a encore des enfants qu'on les considère comme des enfants sorciers. Il y a les personnes en situation de handicap qu'on les cache dans certaines maisons. On ne parle pas d'eux. Donc, du coup, tout ça, c'est une question d'ignorance. C'est pour ça que j'ai voulu vraiment, à travers mon livre, attirer l'attention de tout le monde, qu'il est temps que, voilà, qu'on puisse revoir un peu notre façon de traiter les personnes en situation de handicap dans notre société. Ok. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien, qu'il t'arrivera des choses bien, tu l'auras bien compris. Nouveau décor, nouvel invité, mais surtout, nouvel épisode. Comme le veut la petite coutume, on a commencé doucement, mais la température va monter. Parce que le but, tu connais, on aime le sang. Ça sera sans complaisance, mais sans condescendance. Aujourd'hui, j'accueille une femme, docteur et désormais auteur. Tu vois un peu les rimes. Qui n'est ni l'autre que le docteur Estelle Neloum, qui sera conférencière ce 3 mai du côté des salons de l'Aveyron pour la 4e édition du week-end de l'écrivain. Le seul événement qui met massivement la lumière sur les auteurs, mais pas n'importe lesquels, les auteurs africains qui impactent. Si c'est une initiative qui t'intéresse, à laquelle tu veux donner de la force, j'appelle ici les Tchadiens. Les Tchadiens, le peuple tchadien, le monde vous observe. Tout dans le premier commentaire de cette vidéo. Et au-delà de ça, nous enregistrons cette émission chez ultimatepod.fr. C'est la maison. C'est un cadre qui vous permet de montrer un signe de respect à vos invités pour vos émissions. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et on va remercier Aston de BIN99 à la régie. Maintenant que tout ceci est dit, on peut souhaiter la bienvenue à notre invité. Si tu vas tirer à balle réelle. Bonjour Estelle. Bonjour Valère. Comment tu vas? Ça va bien. Merci pour l'invitation. Je t'en prie Estelle. Bon, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui tu es Estelle? Je suis Estelle Neloum. Je suis médecin généraliste et je suis d'origine tchadienne et maman de 2 enfants. Maman de 2 enfants, super, oui. super. Moi, j'ai envie de mettre les pieds dans les plats. Je vais préparer quelques questions pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de Aïcha? Oui. Raconte-nous l'histoire d'Aïcha, ton histoire avec Aïcha. Aïcha, c'est une des témoins, une personne qui a témoigné dans mon livre. Et Aïcha, c'est une maman d'un enfant différent. Et du coup, Aïcha est d'origine gabonaise et son enfant est né au Gabon. Et son enfant était différent par rapport aux autres enfants. Donc du coup... Est-ce que tu peux me dire en quoi? On veut savoir, quand tu dis différent, dis quoi différent? Différent, c'est... Bon, j'ai dit le mot différent pour ne pas tout le temps dire handicap. Oui, donc du coup, quand une personne a une situation de handicap, si on voit la personne, il y a une différence. Il y a des handicaps qui sont visibles, il y en a qui ne sont pas aussi visibles.
Mais du coup, voilà, ces personnes, ils ne peuvent pas faire toutes choses que nous, on a la capacité de les faire. Ils sont limités. Et ils sont limités dans certains gestes, dans certaines... dans plusieurs choses au quotidien. Donc du coup, Aïcha a eu son enfant qui est né, qui était en bonne santé. Selon elle, l'enfant n'avait pas de problème. Après, il y a eu une infection. Oui. Et ce sont les premiers signes d'alerte. Donc du coup, et son enfant a eu une infection, ils sont partis à l'hôpital, les médecins ont dit, ils n'ont rien trouvé, ils l'ont laissé, elle est repartie chez elle. Et après, il y a eu une autre infection et ils sont partis encore à l'hôpital avec son enfant. Et cette fois-ci, il n'a pas trouvé grand-chose, mais plus l'enfant grandissait, plus il y avait des problèmes qui se voyaient. Donc, elle a vu que ça n'allait pas. Son enfant était différent des autres. Il n'y avait pas moyen de savoir aussi de quoi souffre cet enfant dans son pays d'origine. Donc, elle a été contrainte de venir en Europe, de faire les démarches pour venir en Europe pour avoir une meilleure condition de prise en charge pour son enfant. Oui. Et après? Et après, ici en Europe, finalement, ils ont fait, après plusieurs investigations, ils ont fini par dire que son enfant est en situation de handicap. C'était quoi comme handicap? Handicap, pour son enfant, elle n'a pas précisé, mais elle n'a pas précisé dans le livre, mais moi, elle ne m'a pas dit. Mais c'est pas un handicap physique. Mais c'est quoi le plus difficile pour une maman? Pour une maman, toute femme qui accouche un enfant ne met pas dans la tête que mon enfant sera contraint à vivre toute sa vie avec une limitation quelconque. Donc, quand on vous annonce tout de suite que votre enfant a un problème et que ces problèmes, il n'y a pas de solution et que votre enfant vivra tout le reste de sa vie avec ces problèmes, pour une mère, c'est un lourd fardeau. Oui. Déjà, le plus difficile, c'est l'acceptation. Oui. Et qu'est-ce qui peut faciliter cette acceptation? Qu'est-ce qui peut faciliter cette acceptation? Alors, ce qui pourra le plus faciliter, ça serait déjà dans un premier temps qu'on puisse vraiment entourer cette maman, si elle a des personnes qui lui sont proches, de l'entourer pendant ces moments difficiles, de lui donner le courage et aussi d'être tout près d'elle pour qu'elle puisse pouvoir surmonter cette étape le plus difficile. Après, c'est un processus, un long processus pour accepter. Et c'est pour cela qu'il faut bien s'entourer de bonnes personnes. Et aussi, deuxièmement, ce qui aidera aussi cette maman, c'est que si elle a autour d'elle des personnes qui ont des enfants différents et que ces personnes peuvent témoigner aussi de leur quotidien, de leur vécu avec leurs enfants. Une espèce de groupe, quoi. Oui, ça pourra l'aider à surmonter cette épreuve. Elle va pas se sentir seule. Elle va dire, mais voilà, si autour de moi, il y en a aussi qui ont des enfants différents et qui arrivent quand même à avancer et à vivre. Donc, moi aussi, je pourrais faire. Et qu'en est-il du cas de ton petit frère? Mon petit frère, lui, il a eu la chance d'être adopté quand il avait 6 ans. Du coup, il a une meilleure qualité de vie en Espagne, où il réside. Après, c'est que
Moi, franchement, ce qui me tenait à cœur, depuis plusieurs années, je voulais écrire le livre. C'est pas pour mon petit frère, c'est pour les autres enfants en situation de handicap qui sont restés au Tchad. Parce que du coup, bon, j'ai eu la chance aussi de venir en Europe, d'aller en Espagne, de voir mon petit frère. Et bon, ce que je tiens à préciser, c'est que voilà, c'est mon petit frère, mais pour moi, c'est comme si c'est mon premier fils. Parce que du coup, à l'âge de 12 ans, j'étais comme sa maman quand mes parents se sont séparés. Donc, j'ai vécu son quotidien. Et c'est pour cela que quand je suis partie en Espagne, et j'ai vu la façon dont il est traité, les conditions dans lesquelles, les cadres dans lesquels il évolue. Alors, je me suis dit, mais il a eu la chance, lui, de sortir de cette situation de mépris, de rejet, de discrimination. Est-ce que tu as l'impression que les personnes en état de handicap sont beaucoup plus discriminées en Afrique qu'en Europe? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Pour la simple raison qu'il y a un problème qui se pose, c'est qu'il y a l'ignorance. L'ignorance, parce que beaucoup de gens ne savent pas que le handicap est une maladie. Parce que c'est quoi? On attribue ça à la sorcellerie. Est-ce que c'est pas ça? Non. Est-ce qu'il existe des maladies qu'on lance dans la sorcellerie? Selon toi, tu y crois ou pas? Après, j'ai entendu les gens dire qu'il y a des maladies qu'on lance dans la sorcellerie. Bon, je ne peux pas nier, mais bon, je ne peux pas aussi affirmer parce que oui, et il faut les vivre pour les croire. Ok, oui. Je vois très bien la démarche. Et donc, moi, il veut vraiment qu'on aille en mode anecdote. Oui. Parce que si tu racontes beaucoup dans ton livre, oui. Et à un moment donné, tu parles d'un éternel enfant. Oui. Un éternel enfant. C'est cet enfant-là qui est né, mais qui n'aura pas la capacité d'être indépendant, autonome toute sa vie. Il sera dépendant de quelqu'un. Il aura besoin qu'on l'habille, qu'on le lave, qu'on lui donne à manger, qu'on l'amène quelque part, qu'on s'occupe de lui. Ouais. Dans tous les détails de sa vie au quotidien, il faut quelqu'un pour l'assister. Ouais. Un éternel enfant. Et où les parents dans cette situation? Ok, tu me diras, ils ont besoin d'un groupe dans lequel ils vont être accompagnés. Oui. Bon, en termes de charge mentale, je sais que des fois ça peut entraîner des séparations dans un couple. Oui. Toi aujourd'hui, j'aimerais que tu portes ta casquette de médecin. Oui. Imaginez des parents qui viennent te voir, enfin des futurs parents qui viennent te voir. Oui. Et ils te disent ceci. On a fait l'échographie, mon enfant est tout le bazar, on a découvert une maladie qui va l'handicaper toute sa vie. D'accord. Tu leur dis quoi? Bon. Si ils me disent qu'il y a une maladie qui va les condamner toute sa vie, alors, bon, moi, en tant que médecin, je vais leur dire que voilà, la décision finale leur reviendra. Pourquoi? Pour la seule raison que, voilà, je ne peux pas leur dire de tuer leur enfant. Ce n'est pas mon rôle de dire à quelqu'un de tuer son enfant. Tout ce que je pourrais leur dire que, voilà, il y a dans notre société des structures pour aider aussi les personnes qui souffrent de handicap, surtout s'ils sont ici en Europe, on est bien d'accord. Et en même temps aussi, les accompagnements. Donc, du coup, à eux maintenant de réfléchir sur la décision qu'ils vont prendre, mais je serai là pour les aider à pouvoir communiquer avec eux, à pouvoir leur donner les conseils qu'il faut et tout. Mais c'est pas mon devoir, c'est pas mon rôle, quoi, du coup. Okay. Tu restes à ta place. Oui. Mais tu dis que tu restes à ta place, mais tu as quand même écrit un livre. Est-ce que lorsqu'on écrit un livre, c'est possible de rester à sa place? Docteur.
Oui, pourquoi pas? Ah, c'est que tu veux bousculer les lignes. Là. Est-ce qu'on bouscule les lignes lorsqu'elle est restée dans le canapé? Mais déjà, l'écrivain, c'est que je bouscule. C'est ce qu'elle dit. Tu ne connais pas t'arrêter là. On connaît les ambitions. Oui, les ambitions, il y a des ambitions, il y a d'autres ambitions derrière, ça c'est sûr. Notamment l'association Ronel. Oui. C'est quoi ça? Oui, c'est une association qu'on a créée avec quelques membres de ma famille. Et cette association, ça œuvre pour les personnes en situation de handicap. Donc le but, c'est de sensibiliser. Et aussi, on est déjà en train de travailler aussi pour apporter de la joie aux enfants en milieu hospitalier. D'accord. Parce que, voilà, je me rends compte que quand un enfant est hospitalisé, il y a les soins qu'on lui administre. Mais du coup, à côté, il n'y a pas de loisirs. Et déjà, quand un enfant est hospitalisé, les parents sont stressés. Donc, ils n'ont pas la tête à pouvoir s'occuper du divertissement de l'enfant et tout. Et donc, l'association Ronel déjà, c'est une association qui est active en France, au Tchad. Et au Gabon, on a mené aussi des actions. Là, on est en train de s'étendre un peu partout. On est en train de vouloir construire aussi une bibliothèque au Bénin. Oui, dans un hôpital en pédiatrie pour pouvoir créer des centres, des endroits pour les loisirs des enfants. Ok. Donc, on parlait de la médecine, tu fais tout ça, ces activités-là avec l'association. Oh, bon, il faut mettre tout dans le premier commentaire de la vidéo. Et Glenn, l'histoire de Glenn m'intéresse. C'est quoi l'histoire de Glenn? Glenn, c'est un garçon, c'était un garçon de 20 ans. Glenn est né avec une paralysie cérébrale et il était d'origine tchado-gabonaise. Oui. Et du coup, Glenn est né au Gabon. Et sa mère a été accusée dans nos sociétés africaines, comme c'est la maman qui porte un enfant. Quand une mère accouche d'un enfant qui est en situation de handicap, c'est la faute de la mère. C'est la faute de la mère, oui. Double peine. Oui. La peine d'avoir perdu son enfant. D'avoir son enfant en situation de handicap, oui. Et en plus, la peine de subir le mépris, le rejet et aussi d'être accusé. Oui, c'est sûr que c'est fort. Et ces femmes-là qui se font accuser, elles viennent te voir, comment ça se passe? Non. Pour le moment, nous, on est encore en France, comme je le disais. Au Tchad, on a mené des actions. C'est vraiment les actions pour aider les enfants en milieu hospitalier. Mais pour la situation des personnes handicap, c'est à partir de là que tout va commencer. Oui, c'est après le livre. Oui. Le livre, c'est juste un début. Oui, c'est un début, oui. Tu penses qu'il faut donc pour toi, il faut du courage pour être différent? Oui, il faut beaucoup du courage, surtout dans notre société actuellement, où tout est standardisé. C'est-à-dire, dans une société où tout est standardisé, donc tout ce qui n'est pas identique, pour les gens, c'est anormal, en fait. Donc oui, il faut beaucoup de courage. Beaucoup de courage aussi. Pourquoi? Parce que du coup, comme on venait de le dire pour le cas de la maman de Glenn, du moment où on a déjà un poids, un fardeau en nous qui nous tire déjà vers l'arrière, et on essaie de se battre pour avancer malgré ces fardeaux. Et là encore, on voit la société qui vient, qui nous martèle dessus. Donc, ça demande beaucoup de courage. Et c'est quoi le plus difficile pour toi de voir ça au quotidien? Parce que c'est quoi le plus difficile à tel point que tu veux mener une bataille par rapport à ça? Le plus difficile pour moi, c'est de voir un homme
et être maltraité, sa dignité être bafouée. Parce que pour moi, tout homme a de la valeur. Mais attendant, on dirait que les personnes en état de handicap, on les torture seulement. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu as l'impression qu'on torture les personnes en état de handicap? Pas tout le monde. Pas tout le monde. Il y a des gens qui sont aussi bienveillants, qui sont empathiques envers les personnes en situation de handicap. Mais je parle pour les cas de ceux-là qui sont encore dans les cachots quelque part, qui sont en train de vivre des situations qui leur est tombé dessus, qui ne pensaient même pas qu'il allait les subir un jour, quoi. Oui. Ok. Et par rapport à cette démarche-là, est-ce que tu as des bons retours? Des bons retours par rapport à quoi? À cette démarche-là d'accompagner les personnes en état de handicap. Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux? Est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aide à ce point? Oui. Oui. C'est pas seulement les personnes en situation de handicap qui ont besoin de l'aide. L'environnement aussi. Parce que déjà, dans un premier temps, voilà, on est médecin. Oui. Pour résoudre un problème, il faut déjà savoir c'est quoi le problème. Si un patient ne vient pas vers toi et te dit je souffre de quelque chose, tu vas pas l'examiner, tu vas pas te lever aller chez lui pour aller le chercher. Après, donc du coup, il y a des gens qui sont là et qui souffrent dans le silence et qui ne savent même pas à qui s'adresser pour pouvoir avoir la solution à leur problème ou bien même une oreille attentive juste pour pouvoir se décharger. Il y en a beaucoup. Et tu trouves qu'on n'est pas assez attentif? J'ai pas entendu. Tu trouves qu'on n'est pas assez attentif? Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas tout le monde. Il y en a qui sont attentifs. Et qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui... tu dirais quoi à une personne pour qu'elle change sa perception par rapport aux personnes en état de handicap? Voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais à une personne en situation de handicap, c'est une personne normale comme toi, mais il a eu juste la malchance d'avoir une maladie, quelque chose qui l'a rendu handicapé. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui le punit? Mais non, Dieu ne punit pas les gens. Ah ouais? Non. Mais tous les jours, les gens partent à l'église parce qu'ils ont peur que Dieu les punisse et qu'ils aillent mourir, qu'ils meurent. Comment Dieu ne punit pas les gens? Dieu ne punit pas, Dieu est bonté. Dieu ne punit jamais les gens. Bon, on serait rentré dans notre débat, mais c'est pas le but. Mantap devenu mentard. Cette partie m'a beaucoup intrigué. Mantap devenu mentard. Ça veut dire quoi, Mantap? Mentar, ça alors, Mantap, c'est le personnage que j'ai utilisé dans mon livre. Donc, Mantap, en langue Sara, ça veut dire du Tchad, sud du Tchad. Mantap veut dire souffrance. Et Mantar veut dire amour. Oui. Alors, l'histoire, c'est de ces jeunes garçons-là qui étaient méprisés par la société et qui finalement a été adopté. Et une fois dans un nouveau environnement, il est accepté. Il vit une vie comme toute personne ordinaire. Et son nom, par contre, comme en Afrique, on a tendance à donner des noms aux gens par rapport à des événements. Donc, du coup, son nom Mantap lui a été donné par sa maman, qui est suite au fardeau, suite aux problèmes qu'elle avait vécu dans son foyer, juste après la naissance de son fils. Donc, elle a surnommé Mantap, donc souffrance. Et en grandissant, voilà. Elle a eu Mantap. Oui. Et il a demandé le sens de son nom plus tard et on lui a expliqué que ton nom signifie douleur, souffrance. Et là, il a dit, ben non,
moi, je ne peux pas m'appeler souffrance. Je vis l'amour. Peut-être que j'ai souffert quand j'étais petit. Oui. Mais maintenant que je suis dans un environnement, je suis aimée, épanouie. Donc, je ne peux plus porter ce fardeau. Sinon, donc, je décide de changer mon identité. Et mon nom maintenant, c'est Matar. Matar. Ok. Et tout ce que tu dis là, c'est bien beau, mais est-ce que tu penses que sans argent, on peut aider les personnes en état de handicap? Sans argent, oui, ça sera difficile. C'est pour ça que on a notre association Renault. Oui. Et on utilise aussi cette association pour pouvoir communiquer et aussi dire à ces personnes qui sont de bonne volonté, qui veulent aider pour transformer la vie d'une personne en situation de handicap. Ces gens-là qui sont de bonne volonté, ils peuvent passer par l'association Renault déjà et voilà, ils peuvent devenir des bénévoles, adhérer ou soit faire même simplement des dons. Donc oui, jusqu'à là, c'est grâce aux dons des uns et des autres, la contribution de tous, qu'on a mené certaines actions. Oui. Donc, et ça suffit pour mener des actions oui, mais c'est pas c'est pas la assez. plus grosse action que vous avez menée? La plus grosse action qu'on a menée, c'était d'offrir des cadeaux de Noël aux enfants dans un hôpital au Tchad, des enfants hospitalisés. Donc, on a réuni des fonds, nous-mêmes, les membres, on a réuni des fonds, on a fait une cagnotte, et puis on a acheté des choses, et puis on a envoyé. Et c'était une petite action, mais vraiment, ça donnait le sourire au visage de ces enfants. C'est ça le plus important pour vous. Ah oui. Ok. Oui, remercie la joie. Donc, nous, notre but, notre objectif, c'est de redonner le sourire aux enfants. Ok. Et qu'est-ce que tu as prévu pour nous le 3 mai, au week-end de l'écrivain? Dis-nous. Qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Qu'est-ce que j'ai prévu? Je ne sais pas encore fini. Je suis toujours en train de travailler dessus. Donc, après, je n'ai pas envie de tout dire là. C'est le plateau. Ok, si tu le dis, parce que il veut savoir, on va venir écouter Estelle, qu'est-ce qu'elle nous a préparé? Mais s'ils viennent pour m'écouter déjà, je leur dis que le livre est puissant. Le livre, c'est pour tout le monde. Oui. Parce que du coup, dans le livre, il y a des témoignages inspirants de personnes qui vivent une situation de handicap, mais qui, malgré leur handicap, ont pu vraiment s'en sortir. Ils ont transformé leur handicap en exemple. Oui. Donc, comme quoi, avoir un handicap, ce n'est pas une fatalité. Non, ce n'est pas une fatalité. On peut être différent et réaliser de belles choses. C'est pour ça que je dis, moi, mon message, c'est l'inclusion. L'inclusion inclut les personnes en état de handicap. Oui. Mais des fois, c'est difficile. C'est difficile, oui, mais il faut toujours essayer. Rien n'est facile dans la vie. C'est que beaucoup de gens aussi se disent que ça va me demander beaucoup d'efforts. Je ne suis même pas sûr qu'on a des résultats derrière. Donc, mais la plupart des temps, quand on essaye, ça donne. Parce que du coup, il y en a beaucoup qui aimeraient quand même avoir la possibilité de s'exprimer, de faire des choses, mais ils sont plutôt mis de côté. Juste parce que quand on les regarde, il ne peut rien faire parce que dès qu'on les regarde, on ne regarde pas la personne, on ne regarde pas ses compétences, on regarde plutôt son handicap. Oui, c'est vrai qu'on résume très souvent les personnes en état de handicap à leur handicap fatalement, alors que ce sont des personnes, mais après ils ont ce problème-là. Et c'est vrai que toi, en tant que médecin, tu as,
En tant que aîné d'une famille dans laquelle il y a une personne en état de handicap, Oui. tu es aussi médecin, donc c'est quelque chose auquel tu es forcément quotidiennement confronté. Confronté. Ouais. Oui. Parce que moi, j'essaie de me mettre à la place des personnes lambda qui sont bien Oui. vis-à-vis des personnes en état de handicap. Oui. Est-ce que les aider, ce n'est pas quelque part les enfermer dans le cycle de la dépendance? Non. Quand je parle de les aider, ce n'est pas pour dire, voilà, on doit les acheter à manger ou bien les nourrir tous les jours. L'objectif principal, vraiment, c'est les aider à faire... déjà, dans un premier temps, il faut qu'ils acceptent leur situation, qu'ils savent que j'ai une situation de handicap. Ce n'est pas une fatalité. Et en même temps aussi, quand ils savent ça, de les accompagner, que même malgré le handicap, vous pouvez réaliser des choses. Donc du coup, dans quel domaine on peut les orienter, comment les accompagner et tout en fait. Ah, Oui. ok. Donc maintenant, tu nous avais parlé de l'acceptation. Oui. Une fois qu'on a accepté, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est il faut se battre. Ouais. Il faut se battre. Il ne faut pas... Faut pas baisser les bras. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort. Non, non. Il faut se lever et se battre. Et c'est pour ça qu'il doit y avoir toujours des associations pour les accompagner. Voilà, ceux qui ont accepté, oui, ils ont accepté. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On essaie de voir dans quel domaine ils peuvent exceller et les former dans ces domaines. Il y a beaucoup de gens en Afrique qui sont en situation de handicap, qui sont des menuisiers, qui sont vraiment dans le métier d'art, qui font de belles choses. Et c'est vrai que vraiment, ils ont du talent. Mais il faut vraiment qu'on leur donne de la place pour qu'ils puissent aussi nous montrer leur talent. Leur talent. Ouais, c'est sûr que c'est fondamental. Mais est-ce qu'on doit leur donner la place? Est-ce que c'est pas eux de venir arracher? C'est un peu compliqué. Ouais. Quand on dit de leur donner, on va pas demander leur avis. Tu vois? La question que moi je me pose, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'aide? Oui, parce qu'il y en a, oui, après, dans certains cas, il y en a qui arrachent leur place. Comme je l'ai dit, il y a certains témoins, là, il y en a qui arrachent leur place, qui, malgré qui, voilà, on a dit non, aujourd'hui ils vont aller toquer à d'autres pas jusqu'à ce qu'ils vont obtenir un poste, oui. Mais il y a d'autres qui, voilà, face à 2 ou 3 refus, tout le monde n'a pas le même mental en fait. Tout le monde n'a pas le même mental. Donc pour toi, ça part d'abord du mental. Oui. Et comment est-ce qu'une personne qui a un handicap, ou bien ça peut arriver même à une personne qui est valide après, comment est-ce qu'elle forge son mental du coup, pour faire face à tout ça? Du jour au lendemain, face à l'adversité, on développe cela. Ok, oui. C'est vrai. On acquiert ça. Et tout dépend aussi de notre objectif, en fait. De qu'est-ce qu'on veut. Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que moi je veux? Oui. Je veux vraiment que, voilà, dans un futur proche, qu'on puisse aller en Afrique et qu'on voit d'autres images, qu'il n'y ait pas de personnes attachées quelque part, ou bien dans un village, ou bien qu'il n'y ait pas des enfants en situation de handicap qui sont cachés à l'arrière de la cour pour ne pas que les gens les voient. Donc c'est un problème vraiment réel, quoi. Oui, c'est réel. Wow. C'est réel. C'est pas seulement au Tchad, mais c'est un peu partout. Un peu partout. Oui. C'est du coup que tu as beaucoup voyagé. Tu as fait le Portugal. Non, la Grèce. La Grèce, autant pour moi, j'ai fait la Grèce. Pardon, tu as fait la Grèce, tu as fait la France. Tu as d'autres pays que tu as fait, il me semble. L'Allemagne, mais je n'ai pas dit que là-bas. Toi, tu es une voyageuse. C'est la première Tchadienne que moi qui voyage autant. Toi, tu es quelle est les Tchadiennes? Les Tchadiens sont... Je suis une aventurière. Où sont les Tchadiens? Moi, les Tchadiens sont... Oui, il y en a. Ils sont... Ben, ils sont là, non, on ne les voit pas. Ben, ils seront là.
Oui, mais j'ai dit, pourquoi les Tchadiens c'est quoi? C'est une manière de vivre, être discret et tout. Oui, les Tchadiens, en général, ce sont des gens qui sont assez discrets. Et tu l'as aussi constaté, moi, j'étais très timide. Je suis encore timide. Toi, tu es en retrait. Oui, Je ne peux pas parler. Je sais un exercice fou que Estelle est en train de faire là. Parler devant la caméra et tout là, vraiment, vous ne vous en rendez pas compte. Mais il faut lui donner de la force dans les commentaires. Dans les Tchadiens, là, réagissez en commentaire, réagissez à fond. C'est quoi ton repas préféré? Mon repas préféré, c'est le riz. Le riz? Oui. Avec quoi? Avec quoi comme la sauce sauce feuille. Oui. D'accord. Et ton plus gros défaut, c'est quoi? Je l'ai dit, il n'y a même pas de la timidité. Ah, ouais. Et ta plus grande qualité? La persévérance. Waouh. Ah ouais, je te trouve très persévérante. Donne-moi un exemple qui a montré depuis. Quelle situation montre que tu es persévérante? Déjà, le fait de quitter chez moi, de me retrouver en Grèce pour les études. Alors, il a fallu que j'apprenne la langue. Eh ouais, oui. Le grec, oui. Spécial quand même. Oui. Comment on dit bonjour en grec? Kalimera. Ah, c'est ça, oui, Kalimera, oui. Ouais, ok. Oui. J'ai fait la langue avant d'aller à l'université, donc c'était assez difficile. Au début, franchement, sans te mentir, je n'avais pas cru que j'allais pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais bon, j'ai fini, donc là, j'ai dit non. À partir de là, je me suis dit, je peux aller n'importe où. Et bon, après, je suis quelqu'un qui est déterminé. Quand je veux quelque chose, je mets tous les moyens pour y arriver. Je te jure, c'est vrai que bon, quand on te voit, c'est pas la première idée qu'on se fait, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant, mais je vous rassure, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Parce que tu as dit qu'on a accompagné Estelle pour écrire son livre et tout. C'était pas facile, mais elle disait, quand on disait c'est dur, elle dit oui, mais t'inquiète, je vais me reprendre, ça va aller, je vais le faire. Donc vraiment, c'est qu'elle dit vrai. Moi, j'ai une dernière question. Oui. S'il y a une raison. Oui. Pour laquelle une personne lambda devrait prendre le temps de te lire, ça serait laquelle? S'il y a une question. Une raison. Une raison, oui. Parce que ça va l'aider à changer sa perception de la différence. Déjà, donc tu as demandé une, donc c'est bon. Oh, vas-y, il dit une deuxième. À devenir plus empathique. Envers les personnes différentes. Je trouve qu'on n'est pas assez empathique. Quand ça ne nous touche pas directement, on peut... on peut vraiment pas comprendre la douleur. Oui. Ouais, c'est ça aussi. On peut compatir, mais... on ne comprend pas. Oui, on ne comprend pas. Par exemple, si quelqu'un me dit, j'ai mal à la tête, oh, tu as mal à la tête, oui, fais ça, mais je ne sais pas le degré de la douleur que oui, c'est sûr. Waouh. En tout cas, très beau combat. On va t'accompagner du mieux qu'on peut dans ce combat. Merci. C'est un challenge énorme pour Estelle là. Pourquoi tu... Attends, juste pour savoir... c'est vrai quand même que tant que j'y pense, je m'espère que tu as beaucoup de Tchadiens. Oui. Ouais, c'est vrai que les Tchadiens, c'est vrai que c'est très très réservé. Il n'y a pas le sang. Même comme d'être à côté du Cameroun là, ça ne bouillonne pas. Non, il y a des Tchadiens. Il y a une équipe de foot au Tchad. Pardon. Est-ce qu'il y a une équipe de foot? Te plaît, je ne suis pas venue parler de football. Déjà, ça ne me plaît pas. Donc... Ah ouais, je n'aime pas le foot. Il y a une équipe de football, oui. Ça est, mais bon, après, franchement, c'est les noms. Il y a un travail qui nécessite d'être fait. Donc, oui. C'est vrai, bon, pour le moment, je ne m'intéresse pas trop quand vraiment il y aura une belle équipe qui va s'installer. Tiens, ça, je m'intéresse. Parce que là, c'est défaite. Donc, le Tchadien, laisser le foot, c'est compliqué. Il faut laisser. C'est quoi le truc que les Tchadiens réussissent le mieux? Là, on les reconnaît en mode oui, ça vraiment. Les Tchadiens, ils ont plusieurs casquettes. Il y a aussi des écrivains tchadiens. Il y a aussi dans le milieu artistique, il y a des musiciens tchadiens.
Mais bon, c'est vrai que franchement, comme tu l'as dit, on est très réservé et puis donc les gens ne nous connaissent pas forcément. Et ça y est là maintenant. Oui, c'est bon. Je suis là. Aïe, aïe, aïe. Il y aura beaucoup de Tchadiens le 3 mai, donc voilà. On va retourner à la salle. C'est ça. En tout cas, nous, on vous attend. Venez. On vous attend. Estelle, tu es l'invitée. Ta caméra, elle est là. On te laisse face à ton destin. C'est quoi le mot de la fin? Tout d'abord, s'il y a quelqu'un qui souhaite avoir une belle aventure d'écriture, je lui recommande de contacter l'équipe d'Argent Livre. Amen, amen, on reçoit. Vous avez dit, c'est pas moi, on n'a pas payé, c'est venu spontanément. Amen. Oui, On reçoit. parce que c'est une aventure humaine qu'on vit au-delà de l'écriture. Et après, deuxièmement, mon message s'adresse à toute personne qui aujourd'hui est en très bonne santé et qui croit que le problème de handicap ne les concerne pas. Je te dirais que attention, tu te trompes parce que nous sommes tous concernés par ce sujet. Pourquoi? Parce qu'une personne peut être en très bonne santé et un jour, le destin fera qu'il ait un accident et qu'il devienne aussi handicap le reste de sa vie. Donc, c'est un sujet qui nous concerne tous. Alors, faisons de la place dans notre société. C'est un devoir à toutes les personnes différentes. Merci. Bon, tu as tout dit, hein, Estelle. Le handicap nous concerne tous. Forcément, on a forcément un proche. Connaissant les familles africaines, on a forcément un proche et puis on ne sait pas de quoi demain est fait. Moi, par exemple, j'ai eu mon père. Il a fini en état de handicap. Je n'avais jamais pensé que ça pouvait arriver. J'ai une petite sœur qui est sourde et muette. Donc, ça nous concerne tous. Voilà pourquoi je me reconnais plus ou moins dans ton message. Bon, l'équipe. C'était Valère Bélias et Dr Estelle Nelou. Si c'est un énième podcast, et on se donne rendez-vous ce 3. Hey, j'ai hâte. Les Tchadiens, on vous attend. Sinon, je vais faire une vidéo pour le Tchad. Je dis que bon, je me fais une vidéo uniquement. Donc, le peuple vous attend, vous serez la bienvenue. Et puis, on va passer un bon moment. Estelle nous a prévu quelque chose de spécial. Il y a beaucoup de surprises. Hein? Il y a beaucoup de surprises. Toi, là, je sens que tu vas nous faire un truc. Je sens que tu nous prépares quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sens que tu nous prépares un truc. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que Estelle nous voit. Tu nous prépares quelque chose. Tu as une persévérante, c'est très vrai. Moi, en tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce que Estelle va nous faire ce jour-là. Mais elle a l'air d'avoir déjà le truc dans sa tête. Je garde ça au secret. Dis-nous quand même un peu, non? Non. Donne quand même une petite... Non, je garde ça, non. Donc on attend le 3 mai, la surprise, c'est le 3 mai, ça va être exceptionnel. Bref, l'équipe, si le contenu vous a été utile, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à partager. On est ensemble comme en décembre. Et si vous pouvez donner de la force à l'association Ronel, n'hésitez pas. Comment on peut donner de la force à l'association Ronel? Oui, on a un site. Oui, c'est quoi le site? De l'association Ronel.com. Oui. Et après, on a aussi dans mon livre, je mets tous les contacts qu'il faut. Et on va mettre aussi un QR code pour ceux qui veulent. Oui. Voilà, les gars. Apportons de la force. Cela étant dit, on est ensemble comme en décembre et on se ressemble. Minakano. Participez à la 4e édition du week-end de l'écrivain. Rendez-vous ce samedi 3 mai au Salon de l'Aveyron à Paris pour des conférences, panels et ateliers. Plus de 1500 participants attendus, des speakers de renom et une multitude de stands à découvrir. Inscrivez-vous vite sur argentlivre.com, les places sont limitées. Événement sponsorisé par Copili.io.